Et la manière dont ces graines qui ont été plantées, elles poussent. Et ça, c'est la noblesse en fait de l'école. Et si on prend au sérieux l'idéal républicain. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans tabou les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Pour cet épisode, les montages, mixages et réalisations sont confiés à Oussama Ezaz du média Artisan de l'Esprit, qu'on remercie. Et les prises de vue et montages vidéo sont l'œuvre d'Alex Camara et de son équipe, qu'on remercie également. On dit que les voyages forment la jeunesse. C'est un proverbe qui est tiré du citation du philosophe des Lumières Montaigne et qui fait aujourd'hui partie de la sagesse populaire. Ça veut dire qu'on ne questionne plus les bienfaits de la découverte de l'étranger, je mets des guillemets, de l'ailleurs et de soi-même. Mais de quel voyage parle-t-on et pour quelle jeunesse favorise-t-on ces explorations ? Vous imaginez bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ce serait hélas trop simple, donc quel regard on porte sur les récits de voyage et la littérature d'une manière générale quand on a en tête les disparités entre les groupes sociaux qui composent notre société ? C'est le thème de la discussion que nous engageons aujourd'hui avec notre invité Fabien Truong. Salut Fabien. Salut Fabien. Bonjour Rokhaya, bonjour Grace et bonjour à toute l'équipe. Merci d'être là. Donc tu es sociologue, réalisateur, écrivain, professeur. Tu es l'auteur de Routine, un roman qui est paru aux éditions Payot Rivage, ainsi que d'un récit, La taille des arbres, et des ouvrages en sociologie, notamment Loyauté radicale et Jeunesse française aux éditions La Découverte. Dans Kiffe ta race, on a une question rituelle au début de l'épisode où on demande à notre invité si tu te situes sur le plan racial. Par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire dans le contexte français. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Fabien, tu as une définition et comment ? Ouais, question chargée. On rentre dans le cœur du propos. Déjà, dans ce que tu viens de dire, tu as dit perçu. Et c'est vrai que la question de comment on se situe, c'est aussi très dépendant, en fait, de la manière dont on perçoit ou dont on perçoit la manière dont on est perçu. Et donc ça évolue aussi au cours du temps. Donc, moi, personnellement, je crois que, donc je peux parler au jour d'aujourd'hui, mais, dans mon enfance, ce qui était un petit peu étrange, c'est que, oui, peut-être que je le précise, enfin, mon papa est vietnamien, ma maman est, française, bosseronne d'ailleurs. Et quand j'étais plus jeune, on effaçait en fait le côté vietnamien dans ma famille, même si c'était très présent. Ma grand-mère, qui parlait pas le français, a vécu avec nous. J'ai tout le temps eu cette présence très très forte, mais fallait surtout pas parler vietnamien, fallait surtout pas. Et puis en fait, physiquement, ça se voit pas trop. En tout cas, donc on me percevait souvent pour un Sud-Américain, je crois, un Chilien. Donc en fait, ça m'allait bien, c'est-à-dire qu'on me percevait comme quelqu'un pas vraiment français entre guillemets, mais sans avoir à coller une race particulière et avec des stéréotypes plutôt positif entre guillemets. Le côté sud-américain, c'est cool. Donc je crois qu'on me prenait souvent pour un Chilien et en fait je crois que ça m'allait. En fait je crois que adolescent j'étais assez ok avec ça parce que c'était plutôt ça me permettait de naviguer assez tranquillement à la fois je suis pas perçu comme tout le monde et à la fois mais ça change en fait et maintenant ça a beaucoup changé, c'est-à-dire j'ai fait un chemin par rapport à ça et il est sans doute un peu long, mais je pense qu'il y a 2 étapes qui ont été intéressantes. C'est une première étape, c'est quand je suis allé au Vietnam. Alors là, c'était physique. C'est-à-dire j'ai ouvert la porte de l'avion. J'étais chez moi. Tu l'évoques d'ailleurs dans un de tes livres, cette arrivée. Ouais, c'était physique. C'est lié évidemment à ma socialisation puisque j'ai vécu avec ma grand-mère, donc il y avait les odeurs, etc. Mais même le poids de la chaleur, je me sentais vraiment chez moi avec un sentiment très joyeux à l'intérieur. Mais pour le coup, comme je n'étais pas perçu comme vietnamien par les Vietnamiens, puis il y a aussi des histoires de classe sociale. Quand on arrive comme ça, au Vietnam, il y a le mot de Viet Kieu qui désigne
les Vietnamiens qui sont partis, qui ont fondé des familles ailleurs et qui reviennent avec de l'argent, etc. Donc on n'est pas forcément très bien perçu, et ça, je l'ai ressenti. Donc ça, il y avait un peu un conflit intérieur entre une émotion très forte de je suis chez moi, c'est mon demi-pays, comme je le dis dans la taille des arbres, et en même temps, je suis pas chez moi, et je marche comme un Français, et je suis français aussi. Donc ça a un peu déplacé des choses intérieurement. Et puis, je pense aussi la paternité, le fait d'avoir des enfants. Je pense que ça change des choses dans le rapport à comment on se situe, parce qu'on commence à transmettre des choses beaucoup plus concrètes. Et chez moi, ça a déclenché le fait de me dire que j'étais vraiment moitié vietnamien, moitié français. Voilà. Donc, mais ça bouge en fait. Reposez-moi la question dans quelques années. Ouais. D'accord, merci pour cette réponse circonstanciée. Alors, tu as étudié et écrit les jeunesses qu'on dit de banlieue populaire, de la région parisienne, avec des guillemets pour banlieue et populaire, en qualité de sociologue, et tu as imaginé en littérature des ouvrages, un roman, routine et un récit, La taille des arbres, qui portent des personnages issus de ces groupes sociaux. Comment tu définis ces jeunesses et pourquoi tu t'y es intéressé ? Pourquoi je m'y suis intéressé? Alors au départ, c'est assez concret, c'est que avant d'être sociologue, j'étais enseignant en Seine-Saint-Denis pendant 6 ans dans plusieurs lycées. Donc j'ai beaucoup aimé être enseignant en Seine-Saint-Denis, mais j'ai aussi eu beaucoup de frustration sur c'est une jeunesse qui est extrêmement objectivée, parlée. Donc déjà, il y a un truc très net dans le bruit médiatique, mais aussi dans un certain nombre de travaux sociologiques, je ne reconnaissais pas en fait ce que je vivais. Donc ça générait un peu une sorte de curiosité, frustration, on va dire. Aussi le côté un petit peu moi j'étais TZR, c'est-à-dire que je changeais de lycée à chaque fois, mais TZR, c'est titulaire sur zone de remplacement, et donc en fait à chaque fois on est envoyé dans des lycées qui sont non désirés en fait par le personnel de l'éducation nationale, et donc le fait de beaucoup bouger, de voir aussi que les situations se répètent, et donc on est aussi quelque chose de très structurel qui dépasse juste sa situation personnelle, ça m'a interrogé. Du coup, la sociologie et l'enquête, c'était un bon moyen de dépasser tout ça. Et puis la curiosité, c'est-à-dire que je sentais bien que dans ma pratique de prof, il me manquait en fait des éléments de compréhension de mes élèves. Et en passant à l'enquête, c'était assez extraordinaire très très vite. C'est-à-dire que j'ai bien vu que les élèves avaient aussi des pratiques, des comportements, parfois des représentations différentes sur d'autres scènes sociales. Et d'ailleurs, ça, de manière très très simple, ça permet par rapport à l'essentialisation, on met les gens dans des blocs. C'est des choses de base, mais on sait très bien que sur différentes scènes, on va se comporter différemment, on va parler différemment. Et c'était très très clair avec ces jeunes-là. Et en plus, quand on a vécu cette scène qui est à la fois publique mais intime de la scène de la salle de classe, parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans la salle de classe, peut rester dans la salle de classe ou devrait y rester. Ça donne aussi j'avais cette matière-là. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était de suivre une partie de ces jeunes-là dans la durée, parce que la durée, c'est ce qui permet aussi d'observer des transformations à bas bruit qui sont lentes, mais qui sont en fait au fond extraordinaires et très sociologiques. Et je crois que la focale d'observation, elle détermine en gros ce qu'on peut dire de beaucoup de choses. Et pour le dire très simplement, sur des phénomènes très différents qui peuvent être, je sais pas, la mobilité sociale, le rapport aux études, le rapport à l'intellectualité et aux livres, la religiosité, la délinquance juvénile. C'est des processus lents. En fait, il y a des processus d'entrée, de sortie, d'ajustement, d'adaptation, et c'est ça qui se joue. Et donc là, l'enquête ethnographique, c'était un moyen fabuleux pour essayer de travailler ça. Donc, un mélange de différentes choses, mais je crois l'envie d'apprendre et une forme de curiosité. Il y avait une volonté justement de contrevenir à tout ce qu'on dit habituellement, notamment dans le discours médiatique sur ces jeunesses qui sont souvent saisies uniquement sous un prisme caricatural ou de violence.
Oui, mais j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que oui, au sens où en fait c'est mécanique, parce que comme ces discours sont tellement caricaturaux et c'est juste, en fait ils ne disent rien. Hein, il faut être très, très clair, ils ne disent rien de cette jeunesse. Ces discours-là disent du rapport à cette jeunesse des personnes qui parlent. Et en fait ils disent des choses sur les personnes qui parlent, sur leurs angoisses, sur leurs stéréotypes, sur leurs représentations. Donc ça, c'est très clair. Après, moi, je fais un travail de sociologue. Donc le travail de sociologie, c'est un travail de compréhension. Je suis pas dans une posture morale ou moralisante ou militante. C'est-à-dire que l'idée n'est pas... il y a un moteur qui est aussi, voilà, donner de la place, donner de la parole, rendre de la dignité à des individus, ça c'est clair. Mais c'est pas le moteur ultime. Le moteur ultime aussi, c'est la compréhension de tout ça, et ça passe aussi justement par quand on a une parole militante sur ces questions-là, on défend en fait des gens qui souffrent, qui sont dominés, et dans cette défense-là, on est dans une posture morale qui parfois peut être excessive. Alors je dis ça et c'est normal quand on milite. Si on n'est pas excessif quand on est militant, on milite pas vraiment, d'une certaine manière. Enfin, et donc, ce que je veux dire par oui et non, c'est que le côté non, c'est que c'est pas... Moi, je me positionne pas, en fait, par rapport à ces représentations, parce qu'elles sont, d'une certaine manière, ridicules. Les questions sociologiques ne sont pas des questions médiatiques. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que quand on travaille sur une enquête sociologique, il faut reformuler l'objet, il faut construire un objet, et la construction de l'objet doit être complètement, en fait, indépendante du prisme médiatique et politique. Mais toi, dans la salle de classe, en tant que pédagogue et en tant que personnel qui accompagne les enfants dans leur éducation, tu constates que ces représentations-là, dans la salle de classe, elles ont cours et qu'elles affectent des élèves, qui peuvent, non seulement elles enferment dans ce discours qui vient de l'extérieur, mais elles ont aussi une emprise sur les personnes elles-mêmes. Ça, tu peux le remarquer. Ah bah c'est un fait objectif. Alors là, il y a deux choses. C'est qu'en fait aussi ma posture d'enseignant, elle est différente de la posture de sociologue. Là aussi, on est aussi dans une posture. C'est pas une posture de militant, mais c'est une posture d'accompagnant, une posture aussi où on est. Donc c'est complètement autre chose. Et pour le coup, ça, c'est un fait sociologique et ça fait partie, quand on travaille sur ces jeunesses de l'objet, c'est qu'il y a une expérience qui est centrale, qui est fondamentale. C'est le fait de grandir en tant qu'adolescent en ayant la certitude d'être perçu comme un problème. Et ça c'est un fait. Et en fait, depuis 2005, c'est tellement évident parce que... En 2005, les révoltes qui ont éclaté voilà. La mort de Ziad Benaï, Bouna Traoré, Clichy-sous-Bois, qui sont répandues dans les banlieues. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que cette jeunesse-là et ces espaces-là sont devenus un topos politique qui font et défont des élections. Quoi. Donc, quand on est ado et qu'on grandit dans ce contexte-là, on sait en fait qu'on entend parler de soi, en tout cas collectivement, tous les jours. Et ça c'est un phénomène social. C'est-à-dire que on doit se construire à travers ça, contre ça, et que il me semble qu'on ne mesure pas de l'extérieur l'importance que ça a dans une construction adolescente. Parce que quand on est ado, on se construit aussi contre, et c'est tout à fait entre guillemets anthropologique. On essaie de trouver sa place dans le monde contre celui des adultes. Mais quand vous avez tout un tas d'adultes qui vous disent en permanence que vous êtes un problème, que vous êtes comme ci, comme ça, bah dans cette construction contre, ça rajoute en fait quelque chose. Et puis, bon, il y a la question aussi du rapport à la police, etc. Enfin, tout ça fait un système. Donc oui, ça c'est évident. C'est évident. Et en fait, dans mon travail sociologique, je le prends en compte parce que c'est un phénomène social. Mais aussi, dans mon travail d'enseignant, je le prenais aussi en considération parce que on ne pouvait pas avancer dans le travail d'apprentissage si on n'a pas pris la mesure de ça, parce que on n'arrive pas à se déplacer sinon. On va écouter un petit extrait de ton livre, le dernier, Routine. Les 4 femmes avec gilet pare-balles, fusil d'assaut et bélier se déploieraient dans l'immeuble en compagnie de 4 maîtres chiens. La police scientifique suivrait en s'adaptant selon la configuration des appartements. Une unité souterraine visiterait le local poubelle et fouillerait les caves. On n'excluait pas d'y retrouver le corps des victimes. Paul Lavézy dirigerait les habitants délogés à leur sortie de l'immeuble. Prise d'empreintes, vérification des identités, mise en garde à vue, saisie des téléphones et des tablettes. Il était 8 heures, passé de 3 secondes. Bertrand Francine alluma son talkie-walkie. Alors merci pour cette lecture de ton livre Routine, publié récemment en 2024. Quand on t'écoute,
On a l'impression que donc tu as ce travail de sociologue, ce travail de professeur, ce travail d'écrivain et que tu fais quand même l'effort de peut-être catégoriser, enfin de les différencier. Mais est-ce que parfois ça s'entremêle et notamment dans ce travail qui est une passerelle entre la sociologie et la littérature? Qu'est-ce que tu mets toi dedans et en fait, comment est-ce que ces catégories peuvent-elles parfois se flouter? Alors moi j'écris des sciences sociales et j'écris de la littérature et je fais la différence. Alors pour moi c'est très important de faire la différence parce qu'on n'a pas le même et je dis ça aussi parce que je trouve qu'on vit un temps où c'est un peu flou des fois, qu'il y a un peu une sorte de littérature du réel, où d'ailleurs il suffit de voir les rayons dans les librairies, ce qu'on va classer en sociologie, et donc c'est pour moi deux moyens très différents d'avoir un rapport au monde social. Déjà le pacte de lecture est très différent. Quand on fait de la sociologie, il y a un pacte, c'est qu'on fait une enquête et que ce que l'on dit, ce que l'on décrit, c'est ce qu'on a pu observer, constater, construire. Et donc on ne peut pas être dans l'invention. Il y a une méthode scientifique en fait, quoi. Oui, c'est la réflexivité, c'est la construction de l'enquête et on doit d'ailleurs dans le cadre du récit, d'une enquête, montrer comment on éprouve en fait c'est une démonstration. Alors ça veut pas dire que on ne peut pas faire des sciences sociales l'écriture en sciences sociales peut être fluide, peut être ouverte, peut être narrative. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et avec mon collègue et ami Paul Pasquali, on co-dirige une collection qui s'appelle L'Envers des faits où on a ce parti pris dans le rapport à l'écriture et à l'enquête. Mais il y a des limites. On doit s'arrêter quand on écrit de cette manière-là on peut pas inventer, on peut pas fictionnaliser, on peut pas aller trop vite et voilà, et c'est à la fois la beauté et la frustration dans une enquête. On doit s'arrêter, on doit étayer les choses. Donc on va chercher une vérité qui est une vérité de démonstration. Mais elle peut être ouverte, elle peut être fluide dans l'écriture. Dans la littérature, on a plutôt, me semble-t-il, en tout cas moi tel que je le conçois, une vérité de sensation. C'est une autre forme de vérité, c'est une autre forme de... Moi, quand je fais de la littérature, je travaille plus sur les résonances, les correspondances. Alors évidemment, comme je suis sociologue, je m'intéresse à la réalité, à la dureté du monde social. Il y a une dimension ancrée et j'écris sur des choses dont je pense connaître la matérialité sociale et sociologique, mais c'est autre chose. Pour l'illustrer, il y a un texte qui a fait jonction. Pour moi, c'est La taille des arbres dont on a parlé. Qui est un récit de 2 voyages, parce qu'on parlait de la thématique des voyages, donc on y revient, en Nouvelle-Calédonie, Kanaki et au Vietnam, que j'ai effectué à 2 ans d'intervalle avec 2 classes de jeunes de Saint-Denis, du lycée Paul Éluard. Donc c'était des récits, c'est des expériences réelles, concrètes, qui ont existé. J'avais été invité par un prof fantastique qui s'appelle Pierrot dans le livre, qui organise ses voyages au bout du monde, on en reparlera peut-être, en tant que sociologue au départ, pour rendre compte de ces voyages. Et je n'arrivais pas à écrire en tant que sociologue. Quand j'ai voulu en rendre compte, je trouvais que c'était plat, que c'était pas. Je n'arrivais pas à toucher la vérité de ces expériences-là, qui étaient très intenses. 2 fois 15 jours, tous ensemble dans la jungle, à moitié nus. Enfin voilà, il se passe un truc très physique. Non mais c'est comme ça. Je trouve que c'est une expérience effectivement. Ben oui. Et puis du coup, par rapport au rapport entre les élèves, les adultes, il y a beaucoup de choses qui tombent, des rapprochements. Enfin, c'était très beau. Tu parles de la plongée, par exemple, ou de choses comme ça, effectivement. Voilà, il y a aussi le déplacement, c'est-à-dire que d'être très loin du quartier, du lycée, de la cité, il y a aussi d'autres choses. Un rapport à la vulnérabilité qui est différent. Et donc, avec les outils de la sociologie, je trouvais ça, j'étais en deçà de ce que j'avais ressenti. Aussi sans doute parce que quand je fais des enquêtes en sociologie, c'est sur un temps très très long. Là, c'était presque l'inverse. C'était très intense, court. Je pense pas moins
pas moins intense, hein, mais très différent. Et puis il y avait la dimension personnelle. Au Vietnam, il y a une quête personnelle. Et donc j'ai fait un geste un peu radical, et c'est comme ça que j'ai compris que je faisais la littérature. Je tournais autour du pot, et donc j'ai jeté toutes mes notes, ce qu'on fait pas, hein, quand on travaille en tant que sociologue. Enfin, on archive beaucoup de choses, et puis après on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Et je me suis dit, vas-y, écris avec ce qui te reste, en fait, tu vois, sans appareil, avec le cœur. Et là, ça s'est délié, et là, c'était la langue qui parlait. Et je pense que sur la question coloniale, qui est au cœur de ces deux ouvrages, la question du rapport à la langue, elle est fondamentale. Alors, on dirait comme ça qu'il n'y a pas de lien formel entre la Seine-Saint-Denis, la Kanaki et le Vietnam, mais comme tu le dis, c'est des territoires de lutte, hein, avec un fort poids colonial. La Seine-Saint-Denis, évidemment, c'est un département français qui connaît de nombreuses inégalités sur son territoire. La Kanaki, et dont beaucoup d'habitants sont des parents ou des grands-parents qui sont issus de la colonisation, des départements ultramarins. Et la Kanaki, c'est un territoire en Océanie sous souveraineté française depuis 1853, et dont une grande partie de la population revendique l'indépendance depuis des décennies. Et l'archipel est inscrit depuis 1986 sur la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. Et notamment, depuis le 13 mai 2024, il y a des révoltes en opposition à la réforme institutionnelle du corps électoral, qu'on appelle le dégel électoral, établi depuis 1998, les accords de Nouméa. Et en dernier lieu, il y a le Vietnam, qui a fait partie de l'ex-Indochine française, dont on célèbre cette année le 70e anniversaire de la défaite de Dien Bien Phu, qui a sonné le début de la décolonisation française. Moi, je dirais victoire, mais... Oui, tout à fait. On peut dire c'est libération, c'est comme ça, Egon, la chute de la révolution. C'est ça, ouais. Alors, qui est vainqueur, qui est vaincu, les droits humains sont vainqueurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça on s'est aussi rencontrés lors de cet événement pour le hors-série de l'Obs, qui a été rondement mené par la journaliste Doan Bui. Il y a un hors-série qui s'appelle Indochine, et qui rassemble beaucoup de témoignages, de récits, d'analyses sur cette question de l'ex-Indochine. Mais il n'y avait pas de question. Je veux bien rebondir. On était suspendus à tes lèvres, grâce. Moi, j'ai une question au sujet de routine. Donc, effectivement, tu fais vraiment la part des choses entre ton travail de sociologue et ton travail littéraire. Pour autant, dans routine, on a accès à différentes strates de la société dans une petite ville où on a l'impression que ça commence par un meurtre. Et puis après, effectivement, on voit les interactions avec la police dans un quartier populaire, le traumatisme d'une famille de réfugiés, des personnages qui circulent aussi autour d'une médiathèque, une femme qui porte un hijab aussi. On la sent aussi interrogée sur ses possibilités d'avoir accès à l'emploi. Donc, comment ton travail de sociologue nourrit la création de tes personnages de fiction ? Oui, alors il nourrit au sens où quand je parle du monde social, j'ai envie que il y a sans doute une dimension, je sais pas, naturaliste, au sens où l'idée c'est d'être au plus près d'une forme de réalité dont je sais qu'elle est documentée sociologiquement. Donc ça, c'est sûr que j'ai l'impression j'écris sur des choses que je pense connaître. Mais l'intérêt de passer par la littérature, c'est aussi d'aller dans des zones, c'est-à-dire ces phénomènes sociaux sont traversés par l'intimité, en fait, dans le livre. Et les routines sont aussi les routines du rapport, d'une certaine manière, au corps, au couple, à toutes ces questions-là qui sont peut-être plus difficiles, en fait, à appréhender en sociologie, ou en tout cas... Et donc là, je peux me glisser là-dedans, et continuer à travailler ces phénomènes, mais de manière différente, et peut-être leur donner aussi une dimension plus de résonance, plus. Alors, je sais pas si c'est plus fort ou moins fort, mais c'est très différent. Dans le livre, il y a aussi la question de la représentation, parce que ces meurtres s'enchaînent, ils sont publiés sur X, et du coup, il y a une sorte de bulle d'imaginaire qui enflamme le pays, jusqu'au président. Et des soupçons qui sont aussi nourris par un certain nombre de stéréotypes. Voilà, et du coup, c'était pour moi, c'était un peu un jeu, ça me permettait de travailler justement sur la question des stéréotypes, de la représentation, mais via quelque chose et puis un emballement dingue, quoi. Enfin, voilà, un pays qui
presque à feu et à sang, en tout cas qui s'emballent. C'est pas exactement ce qui se passe dans une enquête sociologique. On travaille peut-être un peu plus calmement. Donc là, il y avait l'envie d'aller vraiment ailleurs et puis de chercher une autre énergie. Et cet effet de résonance, tu travailles souvent là-dessus, de raisonner entre les réseaux sociaux et la vie physique, et aussi l'effet de résonance qu'il y a dans la taille des arbres entre les voyages que font ces jeunes et en toi aussi. Enfin, ça résonne puisque tu dis que tu nous as expliqué le parcours de ta famille et le fait que d'aller au Vietnam, ça a évidemment eu un écho très très fort sur ta personne. Donc ce jeu d'aller-retour, il est très présent dans ton travail. Oui, parce que déjà, je trouve que c'est une manière de plus... Enfin, voilà, c'est ma sensibilité, mais pour moi, c'est une manière à la fois assez franche de dire des choses, mais très ouverte. Parce qu'en fait, quand on travaille sur les résonances, les correspondances, on laisse aussi grandement la main, je crois, aux lectrices et aux lecteurs. Et donc ça me paraît... dans l'espace de la littérature, j'aime bien, en fait, la littérature qui travaille comme ça. Et puis, c'était aussi physique parce que le voyage au Vietnam m'a beaucoup interrogé parce que je me suis aussi dit, waouh, ça fait des années que tu travailles sur des jeunes immigrés, racisés, etc. Et en fait, toi aussi, tu l'aimes, mais tu l'as peut-être pas été au bout de ce truc-là. Et il y a eu quelque chose de très, très fort dans ce voyage-là, au sens où c'était un peu expérimental, où j'en ai beaucoup parlé avec les jeunes, donc pour le voyage Vietnam avec qui on est parti. Alors, il se trouve aussi que c'était une classe en filière techno, et donc dans une filière dite architecture, mais donc, du coup, c'est une filière comme de relégation. Il y avait que des garçons racisés, avec un rapport à l'écrit un peu compliqué, etc. Donc, on a parlé entre garçons, entre mecs, etc. Puis je leur ai dit, bon, en fait, là, ce voyage est particulier. Moi, je vais pas être très bien, quoi. Je sens que donc on va devoir en parler. Et puis on s'était fait une petite routine pour le coup de se parler tous les soirs. Et là, on était au Vietnam, mais c'était complètement issu de ce qu'on avait appris dans les tribus kanak et dans différentes tribus, parce que là, par ailleurs, on dit Kanaki, mais en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'histoire, c'est Kanaki aussi, c'est une construction coloniale, parce que la Kanaki, ça n'existe pas véritablement. Avant que les Anglais et les Français se battent pour ce territoire, ce sont des tribus en fait qui sont d'ailleurs, faut pas en poétiser et romanticiser les choses, qui étaient en conflit aussi. Il y avait des guerres entre différentes tribus. La langue d'ailleurs n'est pas unique. Il y a des langues très très locales, très différentes, et ça c'est ce qu'on a appris. C'était aussi assez beau de le voir. Donc alors il y a une racine commune, Tea Kanake, c'est l'ancêtre, et donc d'où le terme de Kanak, mais c'est un peu aussi le résultat d'une unification coloniale. Je perds le fil. Donc tu disais que vous avez appris auprès des différents groupes ethniques de Kanaki à vous retrouver le soir pour discuter et pour débriefer tes émotions. Voilà, et ça c'est la coutume. C'est quelque chose qui nous a vraiment frappé en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, dans les tribus. C'est cette manière d'avoir une parole très lente, où le temps, et en fait c'est ce que je dis aussi, ça fait écho à l'idée de correspondance, c'est que le temps il devient circulaire, il n'est pas du tout linéaire, donc il n'y a pas cette histoire de chronologie, de passé, présent, futur, tel que nous et d'ailleurs pour moi c'est un peu le temps d'une enquête en sociologie, on est très linéaire d'une certaine manière, et là c'est une autre manière de penser, une autre manière de parler, un autre rythme. Et du coup, on découvre d'autres choses parce que on parle même différemment. On s'est surpris à la fin du voyage à parler un petit peu de la même manière, très lentement, à revenir sur les choses, à progresser par petits pas, adjectif par adjectif. Et ça, on l'a un peu apporté. On a fait notre petite coutume avec les Vietnamiens où on se parlait et on revenait sur les choses. Et moi, ça m'a permis de dire des choses beaucoup plus personnelles que j'avais vraiment jamais dit à des jeunes. Et donc, du coup, de me remettre dans un autre endroit. Et là, il y avait des correspondances. Et puis, il y avait aussi des choses qu'on nous a dit en Nouvelle-Calédonie qui m'ont éclairé au Vietnam. Par exemple,
quelque chose qui était très fort que nous avait dit Paul Néaoutyine, qui est un des grands leaders indépendantistes kanak, et qui les élèves leur avaient posé beaucoup de questions, lui avait posé beaucoup de questions sur son rapport à la langue française, parce qu'il parlait un français très châtié, en tout cas très, et il a fait des études d'économie en France, et les élèves me demandaient, mais c'est quoi le kanak, le français, ça les interrogeait beaucoup, parce que ça renvoie évidemment à leur propre questionnement. Et il avait dit quelque chose de l'ordre de faut apprendre la langue du colonisateur pour vraiment se décoloniser. Parce qu'en fait, la langue, c'est aussi une structure de pensée, et il faut la maîtriser pour aller autour. Des choses qu'a pu dire aussi Ho Chi Minh, d'une certaine manière, et aussi sans tout déflorer, mais ce que j'apprends aussi dans ma famille, puisque mon grand-père a travaillé sur la question de la langue, il était linguiste aussi, enfin tout ça, je le savais un peu, mais je le découvre mieux en partant là-bas et en partant un peu à sa recherche, ou à la recherche de ses traces, et tout ça, ça résonnait. D'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir mon grand-père dans l'oreille droite, Paul Néaoutyine dans la gauche, et tout ça donne du sens. En tout cas, ça permet d'avancer, de manière un peu circulaire, mais d'avancer. Circulaire et thérapeutique peut-être aussi. Oui, sans doute. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu es professeur à l'université, tu as été professeur en lycée, comme tu l'as évoqué. Dans une interview qui a été réalisée par Anne Barrère et intitulée « On ne fait que planter des graines », donc tu as répondu à ces questions. Est-ce que c'est la mission pour toi des personnels de l'éducation, comme nous on peut le faire dans Kif Taras avec l'éducation populaire? Est-ce que c'est justement notre rôle, en tout cas ton rôle toi en tant que prof et nous en tant que journaliste podcasteuse, c'est de planter des graines et puis de les laisser éclore auprès des personnes qui sont exposées à ce qu'on dit? Oui, et c'est essentiel. C'est à la fois extrêmement beau et extrêmement dramatique. Et dans le temps d'aujourd'hui qui s'accélère, où aussi on veut tout le temps avoir des résultats très très rapides. Enfin, il y a qu'à voir comment on évalue en fait le monde de l'éducation aujourd'hui. Enfin, par exemple, on pourrait en parler longtemps, mais PISA, la manière dont on évalue, dont on quantifie, c'est quoi en fait l'éducation. PISA, c'est le classement en fait des établissements internationaux. Enfin, dans le monde, ouais. Voilà. En gros, pour le dire très très vite, on évalue le rapport à l'apprentissage et à la cognition de manière très rapide, avec une certaine manière pareil, la manière dont on classe les établissements, etc. Donc on est sur du rapide et du court terme. Et d'ailleurs, il y a une sorte de logique quand le gouvernement veut réformer l'école et qui fait appel à Kingsley plutôt qu'aux sciences sociales, je crois que ça dit tout en fait. Oui, donc une agence d'audit en fait, quoi. Ouais, plutôt que McKinsey, c'est une agence d'audit plutôt que de faire appel aux professeurs qui font le travail. Peut-être. Voilà. Donc on est plus dans une notion de rendement que vraiment de... Oui, et ça, ça renvoie aux classes sociales, parce qu'en fait, un élève qui est socialement bien doté pour appréhender en fait ce que propose l'école, il va pouvoir être dans cette... Oui, il ou elle, et d'ailleurs même les filles issues de milieux populaires vont pouvoir plus l'être du fait de leur socialisation genrée. Et donc, cette capacité à pouvoir répondre à ce genre d'injonction très rapide, elle est socialement située. Mais en fait, quand on est beaucoup plus loin, beaucoup plus démuni, ça prend du temps. Ça va prendre un temps qui n'est pas le temps, même le temps court de l'année scolaire, qui est quand même assez long, mais qui est quand même court. Mais ça existe. Et d'une certaine manière, dans Jeunesse française, c'était ça le pari. C'était de voir, et c'est ce qu'on voit, 2 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans après, tout en fait, les fruits et la manière dont ces graines qui ont été plantées, elles poussent. Et ça, c'est la noblesse en fait de l'école. Et si on prend au sérieux l'idéal républicain de l'idée que l'école doit aider en fait les élèves qui sont qui n'ont pas tous les atouts en fait dans leur famille, on devrait considérer ce temps long. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Typiquement aussi, on a un système en France où il y a beaucoup il y a très peu de passerelles. Et typiquement, quand on vient d'un milieu populaire, il y a des choses qui vont éclore qui vont mettre du temps à éclore, et on devrait pouvoir en fait revenir en arrière, revenir à côté, parce qu'il y a des effets d'accélération qui sont très très forts et qui existent. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, pour les personnes dont les familles sont informées,
armés, en fait, ils sont très très vite sur des rails et ils vont dans les endroits où, en fait, qui sont les plus, entre guillemets, rentables socialement, là où les personnes qui sont issues de classes sociales moins favorisées mettent plus de temps à réaliser les opportunités. Exactement. Et ce temps-là, on ne prend pas en considération parce qu'on est dans cette logique on n'est pas dans cette logique de graines. Et je pense qu'en fait, collectivement, politiquement et pédagogiquement, on devrait refuser en fait ce type et se dire que quand on investit dans l'éducation, on investit sur du long terme et ça va au-delà des 4 ou 5 ans d'un mandat électoral et d'y croire. Et quand je dis y croire, c'est pas juste une foi naïve et béate. En fait, les travaux de sociologie qui travaillent sur le long terme montre en fait qu'il y a des effets positifs mais qui mettent du temps à éclore et donc ça c'est absolument fondamental et il y a aussi un mal-être enseignant par rapport à ça parce que c'est très dur quand on est enseignant et qu'on donne beaucoup de soi et qu'on voit pas toujours en fait ces graines pousser et qu'on a parfois même l'impression de qu'elles sont alors, j'interviens beaucoup dans le milieu enseignant et j'essaye toujours de discuter de ça avec les enseignants et les enseignantes parce que parfois, quand on est dans le feu de ce moment de la classe, il y a des réactions en fait adolescentes qu'on va prendre comme parfois de la défiance ou du jugement foutisme qui ne disent pas exactement ça en fait, qui disent un autre rapport immédiat en fait à ce qu'on peut proposer et d'avoir aussi cette certitude et cette foi que en fait ça fait partie du processus et ça je l'ai vraiment documenté dans Jeunesse française, dans La taille des arbres, je sais pas, pour être concret et pardon dans La taille des arbres, il y a, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode avec Sadio là si, sur j'y pensais le match de foot qui s'est mal passé où il a été passe très, mal très violent, où moi je suis hyper mal parce que je suis censé être l'entraîneur de l'équipe, on joue contre les Vietnamiens, il y a un tacle assassin un peu baston sur le enfin c'est un peu terrible ce moment-là quoi et moi je le vis un peu pas très bien et donc du coup j'écris quoi voilà la thérapie ce qui était très très beau pour le coup c'est que le jour où le livre est sorti, donc on a fait la sortie du livre dans la librairie La Petite Denise à Saint-Denis, et il y avait plein de gens, les jeunes du voyage, etc. C'était très beau et très collectif, et Sadio, le Sadio du livre vient avec le livre dans les mains. Bon, déjà, là, j'étais prêt à fondre. Et il me dit, Fabien, c'est la première fois que j'achète un livre dans une librairie. Bon, là, déjà, c'était une victoire. Oui, c'était beau, et puis ça, on est repayé, entre guillemets, des efforts qu'on a fait. Et puis, surtout, là, c'était un peu fou. Il me dit, avant même d'avoir lu le livre et qu'on en parle, il me dit, d'ailleurs, je voulais m'excuser, tu sais, pour le match de foot. Et c'était il y a quelques années, quoi. Et il m'a dit, j'étais con. Enfin, je sais plus comment il l'a formulé, mais je m'excuse. Enfin, j'ai réfléchi, etc. Et alors, bon, déjà, moi, sur le ton de la blague, je dis, écoute, trop tard, hein, c'est dans le bouquin. Moi, ça m'a travaillé aussi. On n'en avait pas reparlé. Et ça dit ça. C'est-à-dire que moi, sur le moment, en tant qu'adulte, accompagnant, je m'étais dit, il s'en fout. C'est pas bien ce qu'il a fait et tout. Et ça l'a travaillé, mais différemment, à son rythme. Je pense que sur le moment, il y a aussi un moment où le directeur de l'école le prend à part, etc. Enfin, il y a qui est assez beau. J'en parle dans le livre, et je pense que sur le moment, à sa hauteur adolescente, il pouvait pas peut-être rendre aussi ce que les adultes auraient voulu qu'ils rendent, parce que aussi pour les adultes qui emmènent ces jeunes loin, quand il se passe ça, on se dit waouh, pourquoi et en fait ça travaille et donc ça, je crois que c'est extrêmement important parce que c'est politique en fait. Mais t'aurais pas eu accès à ça en fait s'il y avait pas eu ce livre, c'est-à-dire que tu sais que des élèves peuvent changer et retenir des leçons, en tout cas des choses qui ont pu se produire, mais tu ne sais pas si c'est le cas, si tu peux pas avoir Sadio quelques années plus tard, quoi. Donc c'est ça qui est en fait incroyable. Oui, et puis je pense que, là tu parles des enseignants, mais je pense qu'on peut ce temps long, comment tu l'appréhendes, c'est important pour toutes les personnes qui ont un rôle éducationnel dans la vie d'autres personnes, qu'elles soient enfants ou pas, hein. Et ça peut être des parents, ça peut être d'autres personnes
adulte. Je pense que c'est parce que parfois c'est très décourageant. Enfin, tu le dis dans l'article, c'est frustrant de se dire après tout ce que j'ai fait pour toi ou moi de mon temps c'était pas comme ça. Enfin, je veux dire toutes ces idées où on attend nous aussi d'avoir un rapport immédiat. C'est-à-dire que j'ai fait ça, je t'emmène au musée, donc tu dois apprécier la beauté de l'art légitime, tu vois. Et en fait, tu prends ça comme un échec quand tes enfants regardent leur téléphone pendant le. Ça, c'est du vécu. Hein, on le sent. Et en fait, bien sûr que non. Bien sûr que c'est pas la restitution de ce temps. On était au musée et ce soir on fait une interro. Enfin, c'est pas. Mais évidemment, il faut évaluer comme les profs évaluent. Et les adultes évaluent aussi leurs actions parce que sinon ça n'aurait pas de sens si il n'y avait aucun résultat et aucune relation en fait avec les personnes qui nous accompagnent. Mais je pense que faut replacer ça parce que je pense que même si tu dis c'est l'idéal républicain et que c'est une mission de l'éducation nationale. Bon, on peut quand même se dire que on était abandonnés sur ce temps-là. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que c'est des discours que j'entends moi depuis les profs. Ils ont pas le temps, ils ont pas les ressources. Et comme tu dis, il y a un mal-être des profs, mais aussi des parents. Ils sont maltraités aussi par les parents d'élèves, exactement. Oui. Enfin, tu parles de ce prof. Excuse-moi, je t'interromps, mais cet homme qui était cadre, je sais plus dans quel domaine, qui gagnait très très bien sa vie, qui a décidé de devenir prof, donc en rognant sur son niveau de vie économique, et qui veut devenir prof pour travailler en Seine-Saint-Denis, et en fait, il demande la Seine-Saint-Denis en premier choix, qui est pas un département qui est hyper demandé, et il se retrouve à Orléans, tu vois, et tu te dis, mais c'est de la pure maltraitance en fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que cette personne qui était hyper motivée pour donner, en fait, en tout cas vraiment baisser son niveau de vie, se retrouve à un endroit qui n'a aucun sens pour lui et qui va lui coûter encore plus cher alors qu'il a déjà un salaire plus bas que ce à quoi il a renoncé, quoi. Donc excuse-moi, mais je t'interromps, mais ça me fait penser à ça. Ouais. En tout cas, c'est juste pour dire que c'est ça. Je pense que ça donne de l'espoir de dire que planter des graines, c'est déjà beaucoup. Et qu'on les verra peut-être pas éclore, mais on a fait le geste de transmission, quoi. Je pense que c'est voilà. Ouais, c'est beau, c'est généreux. Je crois que ça il faut le dire. Et puis par rapport à ce que tu disais aussi, c'est pas du tout un truc genre béat et naïf. C'est-à-dire quand tu disais aussi ce geste-là, je pense qu'il est pas du tout contradictoire aussi avec le fait de dire là on n'y est pas, je sais pas, l'orthographe ça va pas, d'être aussi ultra exigeant en fait, parce que dans les débats un peu médiatique quand même vraiment mal posé, c'est comme si ça s'opposait. C'est-à-dire en fait, si on veut laisser du temps, c'est qu'on n'est pas exigeant, c'est que le niveau baisse, et c'est pas du tout contradictoire, au contraire. En fait, c'est la condition même, si on a les mains, je dirais, un peu dans le cambouis, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. C'est aussi prendre les élèves là où ils sont, mais véritablement, et pas vouloir y aller trop vite parce que sinon on va se prendre le mur en pleine face, mais aussi être exigeant en fait, et donc ça s'oppose pas, et ça je pense qu'il faut peut-être le marteler. Et puis oui, c'est vrai que dans la vie réelle ça n'existe pas entre guillemets de pouvoir voir ça. Donc peut-être aussi que mon travail, c'était une manière de réparer le prof que j'ai été, sans doute. Je crois aussi qu'on peut le faire de manière différente en ouvrant aussi l'école un peu plus sur l'extérieur. Moi, je crois beaucoup au fait que des anciens élèves reviennent dans la salle de classe, présenter ce qu'ils ont fait, leur parcours, 3, 4, ça marche beaucoup. Il y a de plus en plus de lycées dans les quartiers populaires qui le font, parce que d'un seul coup, ça, voilà, c'est pas pareil, c'est pas la même chose que... Il y a une identification réelle, en fait. Voilà, que la parole du prof, et puis c'est concret, c'est réel, et on voit que, oui, évidemment, telle ou telle personne, elle peut te dire, quand j'avais ton âge, j'étais comme toi et tout, puis voilà. Et en fait, c'est très commun, mais on a tellement de représentations médiatiques stéréotypées que beaucoup de jeunes n'arrivent plus à le voir. Oui, et que, ce qu'on appelle ça en anglais les alumni, par exemple, parce qu'il existe un mot pour les écoles privées où on met beaucoup d'argent pour être. Il y a un réseau de solidarité extrêmement fort entre les anciens, les anciens alors que dans l'école publique, on a moins cette idée que c'est un patrimoine précieux, ce qu'on est en train de construire ensemble, et que ça nous a beaucoup donné et qu'on veut redonner à nouveau. Mais alors qu'en fait, bien sûr que si, il n'y a pas de mot pour dire ce qu'ancien, ça fait un peu, ça fait un peu vétéran, ça fait un peu, mais il faut créer ces réseaux de solidarité. Il faut qu'ils puissent exister pour que les personnes les personnes qui sont actuellement dans l'école puissent se projeter dans l'avenir et se dire que moi aussi je peux faire ça, quoi.
Complètement. En fait, les grandes écoles, elles ont compris, elles savent que leur capital, c'est ça. En fait, c'est ce tissu, elles ont compris que c'est ce tissu de relations sociales qui vaut quelque chose, et elles le cultivent. Et c'est vrai que si on veut faire des écoles, des quartiers populaires aussi, des grandes écoles au sens noble du terme, c'est aussi de se dire que ce tissu social, cette accumulation d'expériences et d'ailleurs d'échecs et d'erreurs, ça c'est ultra important. C'est-à-dire parce qu'en fait, de pouvoir partager les erreurs, on apprend par l'erreur en fait, et donc de pouvoir partager ça, je pense que ça permet d'avancer. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci pour ta présence dans Kif Taras. C'est la fin de cet épisode de Kif Taras avec Fabien Truong, auteur de Routine, un roman aux éditions Payot Rivage, ainsi que d'un récit La taille des arbres et de nombreux ouvrages en sociologie que vous pouvez retrouver sur son site, aussi sur ton site. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions. Si vous êtes, vous aussi, vous plantez des graines, vous êtes jardinier professionnel de la graine, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez-nous à kiftaras@kiftaras.com. Oui. Écrivez-nous à kiftaras@kiftaras.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram ou avec le hashtag Kiftaras. Pensez à nous noter 5 étoiles, évidemment, de préférence. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir et on les lit. Kiftaras est un podcast produit par nous-mêmes, Rasli et Rokhaya Diallo. On a besoin de votre force désormais. Pensez à vous abonner au nouveau flux. Dites à vos amis que le flux ancien n'est plus actif, mais que maintenant les nouveaux épisodes atterrissent sur ce flux. On est disponible sur toutes les plateformes, vous le savez. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Fabien. Merci.